Bonjour Edwige Diaz. Bonjour. Vous êtes notre invité politique à 8h40. Vous êtes députée Rassemblement National de Gironde. Vous êtes vice-présidente du Rassemblement National. Une question sur la situation américaine, puisqu'on en sort là de ce débat. Trump est plus que jamais votre candidat ? Pas du tout. Je ne sais pas d'où vous donnez cette information. On se rappelle quand même de Marine Le Pen qui a rencontré Donald Trump en 2017. Oui, bien sûr, mais bon. Rencontre institutionnelle, comme tout prétendant à la présidence de la République française a besoin de rencontrer les présidents en exercice d'autres pays politiques. Voilà, c'est dans le cadre de relations institutionnelles, donc rien de plus. Très bien. Eric, vous vouliez... Oui, moi je voudrais revenir sur la séquence de cette semaine. Ces derniers jours à l'Assemblée nationale. Et je voulais vous demander très simplement si vous n'avez pas décidé de jouer la carte de la victimisation. Vous pouvez avoir une vice-présidence, vous pouvez avoir 2 postes à la questure, vous avez fait le choix de n'avoir rien de tout cela. Est-ce que ce n'est pas la stratégie classique de la victimisation que vous êtes encore une fois en train de mettre en œuvre ? Non, nous n'avons pas fait le choix d'obtenir aucun poste. Mais vous avez quitté quand même l'Assemblée nationale à minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Vous ne vous êtes pas présenté pour être secrétaire. Vous avez voté pour la France Insoumise. Nous nous sommes présentés aux élections dans le but de les remporter. Les Français en ont décidé autrement. Les Français ont indiqué qu'il fallait diviser l'Assemblée nationale en 3 blocs. On se retrouve avec ces 3 blocs parce qu'il y a eu des stratégies de désistement contre nature de la part de nos adversaires, les macronistes et le nouveau Front populaire. Il se trouve que M. Wauquiez a décidé de négocier avec les macronistes pour obtenir nos postes. Nous ne sommes pas dans ces combines d'appareils. Nous souhaitons que les Français soient respectés. Et si les Français ont décidé une division en 3 de l'Assemblée nationale, il fallait, conformément à son règlement intérieur, que le bureau de l'Assemblée nationale respecte la répartition des forces en puissance dans l'hémicycle. C'est la raison pour laquelle, exactement, mais qui n'a pas de valeur contraignante. Bah oui. Et c'est ça. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, respectueux des institutions que nous sommes, que le bureau de l'Assemblée nationale, par ses vice-présidents, soit représentatif de la couleur, des couleurs politiques de l'hémicycle. C'est la raison pour laquelle nous avons été les seuls à respecter ce point de règlement intérieur et que nous avons voté pour qu'il y ait une juste représentation, c'est-à-dire 2 candidats issus du nouveau Front populaire, 2 candidats issus du bloc macroniste et 2 candidats du Rassemblement national. Vous auriez parfaitement pu occuper un poste de vice-présidence, de secrétaire même. Mais non, nous n'aurions pas pu. Ils avaient décidé de voter contre nous. Puisque vous aviez, ça faisait partie. Faire barrage, souvenez-vous de cela. Évidemment que s'il y avait eu une possibilité, s'ils avaient été honnêtes, évidemment que nous aurions maintenu notre candidature pour le poste de secrétaire. Mais pardon, on n'allait pas, alors que nous pouvions prétendre à 2 vice-présidences, 1 questeur et 2 postes de secrétaire, nous n'allions pas nous contenter de l'aumône qu'ils allaient nous laisser, c'est-à-dire un poste de secrétaire. Mais pourquoi ? Pour leur donner bonne conscience, pour qu'ils puissent après dire mais non, pas du tout, regardez, nous avons respecté les électeurs du Rassemblement national et nous leur avons donné un petit secrétaire. Finalement. Je veux dire, ils se sont moqués des Français et les macronistes ont dealé avec M. Wauquiez pour que M. Wauquiez, dont les troupes ont obtenu 1,5 million de voix et moins de 50 députés, obtiennent les postes qui auraient dû revenir au Rassemblement national, qui lui est fort de 11 millions d'électeurs et de 142 députés. Le discours est bien rodé, on voit bien qu'au bout du compte, cette situation, elle vous arrange bien finalement. Vous êtes là en train de vous revenez les uns et les autres sur les plateaux en disant, pas forcément à tort, mais constatez, regardez, on n'a rien, on a 10 millions de voix, on est la 3e bloc, et nous finalement cette position assez traditionnelle, encore une fois, de la victimisation, vous arrange bien dans la perspective des échéances à venir. Rien ne nous arrange dans cette situation. Parce que vous voyez, cette situation de blocage institutionnel, de barrage démocratique, finalement, elle va faire une victime. Ce sont les Français. C'est 11 millions de Français qui ont l'impression de ne pas avoir écouté. C'est une fracture qui va, une fois de plus, s'agrandir entre le personnel politique français et les électeurs qui se sont pourtant massivement mobilisés pour ces élections législatives. Donc nous, la seule chose que nous souhaiterions, c'est répondre aux préoccupations des Français. Or, avec ce barrage, il est fort à parier que les Français ne verront aucune de leurs problématiques être réglées dans ces conditions. Rien sur le pouvoir d'achat, rien sur la sécurité, rien sur l'immigration. Et vous voyez, nous, au Rassemblement national, on ne se réjouit pas de cette situation absolument dramatique. Alors, je sais que vous êtes contre tout ce que tout le monde dénonce comme des magouilles politiciennes, mais comment est-ce que vous comptez essayer, tout du moins, de peser à l'Assemblée nationale sans avoir aucun poste clé ?
Alors, maintenant que la répartition des postes clés a été prononcée, on va peut-être un jour rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le vote des lois. Et donc là, le Rassemblement national est incontestablement un parti pivot, parce que aucune loi ne pourra passer sans notre accord. En revanche, toutes les lois que nous souhaiterons bloquer, nous pourrons le faire parce que nous représentons environ 25% de l'hémicycle. Donc ça, c'est vraiment une amélioration par rapport au mandat précédent. C'est pour ça que je maintiens et que je dis que voter Rassemblement national, c'est utile, parce que nous pourrons voter tout ce qui va dans le bon sens et bloquer tout ce qui ne va pas dans le bon sens. Et ça, malgré les tentatives de blocage institutionnel opérées par nos adversaires politiques aux abois. Vous pourriez voter contre votre ennemi ultime désigné, voter avec la France insoumise, par exemple, sur les retraites ? Déjà, nous, je tiens à préciser que nous n'avons pas d'ennemis. Nous n'avons que des adversaires politiques. Maintenant, comme nous l'avons fait à l'occasion des 2 précédentes années, oui, notre seule boussole, c'est l'intérêt des Français. Si vous prenez l'exemple de la réforme des retraites, nous nous étions fermement opposés à la réforme des retraites imposée par Emmanuel Macron. Nous avons entendu l'immense majorité des Français qui est opposée à la réforme des retraites. Et donc oui, si un sujet sur la réforme des retraites revenait en débat dans l'hémicycle, bien sûr que nous voterions en faveur d'une amélioration des conditions de retraite des Français. Alors vous n'avez pas d'ennemi, mais en revanche, Jean-Luc Mélenchon, vous désignez bien comme ennemi, ou comme en tout cas adversaire principal. Je voudrais votre réaction suite à ses propos, notamment à la Repubblica, au quotidien italien ce week-end. On lui demande, pensez-vous qu'il soit possible de reconquérir les électeurs du Rassemblement national ? J'imagine que vous avez vu la réponse, je la lis quand même pour nos téléspectateurs. Nous avons proposé le salaire minimum à 1 600 €, la réouverture des écoles dans les zones périphériques. Cela ne marche pas, et savez-vous pourquoi ? Leur priorité est le racisme. Oui, c'est un Jean-Luc Mélenchon tel que l'on le connaît, avec ses outrances, avec ses caricatures, qui essayent de flatter un électorat communautarisé. Et quelque part, il considère les électeurs du Rassemblement national comme étant des sous-citoyens. Donc ça en dit long sur le mauvais esprit et sur la dangerosité de ce personnage qui a l'outrecuidance d'avoir l'ambition d'être candidat à la présidentielle pour 2027. Jean-Luc Mélenchon représente un danger pour la République. Il incarne un danger avec la France insoumise, notamment pour nos compatriotes de confession juive. Et donc, il est urgent de rejeter massivement ce personnage. Et je n'ai qu'une chose à regretter, c'est que les députés macronistes et que le camp macroniste ait fait élire autant de députés issus de la France insoumise. Madame Diaz, Jean-Luc Mélenchon, il sert aussi un peu vos intérêts. Il impose, vous avez lu cette interview comme nous, en tous les cas, la traduction, et il impose, et c'est pas nouveau, il veut imposer, en tous les cas, un duel présidentiel entre lui et Marine Le Pen. Vous avez tout intérêt à flatter cette stratégie. Ça va parfaitement dans le sens de ce que vous souhaitez. Vous éliminez le camp central, vous éliminez vos ennemis ou vos adversaires plutôt des Républicains, et l'affrontement Le Pen-Mélenchon s'installe, se pose. Je vous trouve assez sûr de vous quant aux intentions que vous nous prêtez. Vous nous dites que la situation de victimisation vous arrange. Vous souhaiteriez être candidat face à Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, je conteste toutes vos analyses. Ce sont les Français qui décideront qui sera qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle en 2027. Ce que je vous dis, c'est que pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon représente un danger pour la République, pour nos compatriotes de confession juive. Il hystérise le débat national. Il se permet d'adopter des attitudes anti-républicaines. Et donc, monsieur Jean-Luc Mélenchon, nous le combattrons dans les urnes. Et ce sont les Français qui décideront. Vous savez que les études, dans une possibilité de deuxième tour, vous avez plus de chances de gagner l'élection présidentielle face à Jean-Luc Mélenchon que face à un candidat classique du centre-droit ou de la droite. Vous savez aussi. On verra ça en 2027. Je le dis, ce sont les Français qui choisiront. Mais ça vous convient, l'affrontement Le Pen-Mélenchon de nous, en fait, on s'adapte. Si vous voulez, on ne dit pas aux électeurs, tiens, votez pour telle ou telle personne parce que ça nous arrangerait dans telle ou telle situation. En fait, nous, ce qui nous arrange, c'est de répondre aux préoccupations des Français. Vous voyez, je pense que c'est sain quand on s'engage en politique. On n'est pas dans des réflexions de combines, d'intérêts, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est redresser le pays, parce que le pays en a bien besoin. La dette ne fait qu'exploser, l'insécurité augmente, l'immigration devient anarchique, le pouvoir d'achat s'effondre. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on se bat en politique au Rassemblement national. C'est
pour notre attachement à la démocratie et surtout pour combattre les politiques qui mènent la France et les Français dans le mur. Est-ce que vous serez prêt cette fois-ci pour 2027 ? Je lisais un article de la Tribune ce week-end où un cadre du RN pointe du doigt ce que Jordan Bardella, on ne va pas y revenir, mais appelait les brebis galeuses. Il a dit qu'on ait eu 2 personnes qui fanfaronnent sur ce plan pour se retrouver avec des gens qui portent des casquettes de SS, ce n'est pas normal. Et Marine Le Pen qui en rajoute une couche. Nos failles sont liées à 3 années consacrées à autre chose que le parti. La présidentielle, les législatives, l'Assemblée, c'est une faute collective. On s'est détourné du mouvement qui a eu tendance à se relâcher. Vous vous êtes relâché ? Non, on ne s'est pas relâché. Moi, ce que je voudrais saluer, c'est justement la hauteur de vue et le charisme de Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui ont une seule envie, c'est continuer d'améliorer le parti. Et nous l'avons dit, nous améliorons tout ce qui est améliorable, nous modifierons tout ce qu'il faut modifier, avec un seul objectif, remporter l'élection présidentielle en 2027 ou remporter les prochaines élections législatives, qu'elles aient lieu après 2027 ou avant 2027, dans le cadre d'une dissolution. Moi, ce que je voudrais, c'est saluer l'immense travail réalisé par la quasi-totalité de nos candidats aux élections législatives, ainsi que leurs équipes, et aussi saluer tout le travail qui a été réalisé, parce que nous avons progressé comme jamais aucun parti n'a progressé. Nous avons 100 000 adhérents aujourd'hui. Je tiens à saluer les électeurs qui nous rejoignent massivement actuellement. Nous sommes un parti fort de 142 députés, de 11 millions d'électeurs, un parti structuré. Et donc oui, c'est une force, c'est une fierté aujourd'hui d'appartenir au Rassemblement national. Et nous n'avons, je le dis, qu'une seule ambition, continuer de nous améliorer pour servir au mieux les intérêts des Français. Alors, je ne sais pas si vous êtes améliorée, Madame Diaz, j'aimerais vous poser une question sur une information qui est passée un peu inaperçue la semaine dernière. Alors, on a entendu pendant toute la campagne des législatives, Jordan Bardella à l'ensemble du Rassemblement national, disant qu'il n'était pas question de remettre en cause le soutien à l'Ukraine. Or, il se trouve que la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, lorsqu'il s'est agi de voter au Parlement européen le renouvellement du soutien à l'Ukraine, eh bien, il s'avère que Jordan Bardella a voté contre. Oui, c'est normal, parce que derrière un titre, vous n'avez pas forcément les lignes qui correspondent. En fait, le titre de ce texte présenté au Parlement européen contenait un discours hautement politisé, avec des ambitions et l'envie d'avancer un calendrier fédéraliste européen. Je m'explique. Le texte qui était proposé prévoyait notamment l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Ils avaient aussi en tête l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Et puis surtout, ce texte contenait des accusations absolument inacceptables à l'égard d'autres pays démocratiques de l'Union européenne. Donc en fait, c'est pour ça que moi, j'appelle tous vos téléspectateurs à aller regarder le fond du texte. Et en fait, derrière un titre qui peut faire consensus, il y avait finalement des orientations politiques parfaitement contestables. Très rapidement, il nous reste 1 minute. Je voudrais votre réaction sur cette polémique suite à la déclaration de Thomas Porte, qui est député LFI de Seine-Saint-Denis. Il estime ce week-end que la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris pour les Jeux Olympiques. Christian Estrosi, qui est le maire de Nice, annonce demander une procédure de dissolution de la France insoumise. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christian Estrosi ? Le problème, c'est que M. Estrosi et ses amis ont appelé à faire élire des députés de la France insoumise. Donc après, il ne faut pas qu'ils viennent pleurer sur le fait qu'ils ont eux-mêmes renversé. Moi, je condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par Thomas Porte, qui font le lit de l'antisémitisme à l'heure où les faits d'antisémitisme explosent dans notre pays. Donc, par ces déclarations, il légitime, voire galvanise les antisémites de notre pays, et en tenant ces propos, qu'est-ce qu'il veut en fait ? Il veut qu'on reproduise les Jeux Olympiques de Munich en 1972, ceux de Berlin de 1936. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le président du CRIF, qui indique qu'en tenant ces propos, eh bien, Monsieur Porte a mis une cible dans le dos des athlètes israéliens, et je condamne ces propos qui sont intervenus précisément le week-end où la France rendait hommage aux Justes de France partout dans le pays, et je regrette l'absence de députés France Insoumise lors de nombreuses de ces commémorations. Merci beaucoup Edwige Diaz d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Eric de Couty de m'avoir accompagné pour cette interview.